Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est encore un anniversaire que Franck Ferrand a choisi de marquer aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Un anniversaire en effet, mais encore une fois un peu oublié. Volontairement me semble-t-il. Il y a en effet 80 ans, s'ouvrait à Vincennes un immense parc d'attractions, si j'ose le qualifier ainsi, qui allait fasciner au moins 2 générations. La célèbre exposition coloniale, qui en quelques mois devait faire des millions d'entrées. Nous allons voir ça. On peut dire que vraiment c'est toute une mémoire. Ce sont des millions de personnes qui ont été marquées par cette exposition coloniale. Expo sans équivalent dans l'histoire. Nous allons la visiter ensemble cet après-midi. Et à la sortie, si je puis dire, eh bien, nous nous poserons un certain nombre de questions en compagnie de mes invités. Alors des questions que vous pouvez aussi poser par Internet ou sur la page Facebook de l'émission qui s'appelle Au cœur de l'histoire. Et vous avez compris maintenant que cette émission est réellement interactive. On le prouve tous les jours. On le prouve tous les jours et qu'elle se nourrit aussi des remarques et des suggestions des auditeurs. Exactement. Alors, prêt pour une plongée dans ce que les années 30 ont eu de plus exotique, de plus délirant, de plus troublant peut-être aussi. Alors allons-y, en route. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Si l'on vous parle aujourd'hui de l'exposition coloniale de Vincennes en 1931, il y a des chances pour que cela ne vous dise pas grand-chose. Et pourtant, cette expo coloniale représente sans doute pour la France un des événements majeurs du XXe siècle. Ça vous paraît bizarre que j'annonce ça comme ça, mais vous verrez que ce n'est pas trop fort. C'est un moment exceptionnel où un peuple entier a communié dans une idée qui, à l'époque, était une idée fédératrice et même fusionnelle. Pendant 6 mois, toutes ou presque toutes, nous verrons presque toutes, les tensions politiques, sociales, économiques ont été balayées par ce raz-de-marée de 7,5 millions de personnes venues se ruer sur l'Est parisien. Il faut dire que les autorités avaient mis le paquet, si vous me passez l'expression. Il a fallu tout exprès prolonger la ligne 8 du métro. Il a fallu modifier complètement les abords du bois de Vincennes, construire le fabuleux palais de la Porte Dorée dont on va reparler tout à l'heure. Il a fallu réaliser un site immense rempli de pavillons pour toutes les colonies françaises mais aussi pour toutes celles des pays invités, reconstituer grandeur nature le fameux temple cambodgien d'Angkor Wat qui s'étendait quand même sur 5000 mètres carrés et avec des pagodes qui pouvaient culminer à plus de 50-55 mètres et aussi cette splendide mosquée malienne de Djenné. Il a fallu aménager un parc zoologique énorme qui pendant longtemps est resté ouvert du reste. C'était tout simplement le zoo de Vincennes pour présenter les animaux les plus rares. Le métro, le musée, le zoo, enfin en tout cas pendant un certain temps. Aujourd'hui le zoo est fermé mais tout le reste est resté bien entendu. Alors pour le reste nous avons bien gardé quelques images de cette gigantesque kermesse. Des images qui sont là dans un petit coin de notre mémoire, mais par un effet psychologique assez extraordinaire. Je dirais, pour l'essentiel, tout ça est passé à la trappe, parti dans le magasin des splendeurs oubliées de l'histoire. Alors, si vous voulez bien me suivre, nous allons essayer de dépoussiérer un peu tous ces accessoires de fête abandonnés. Nous allons redonner vie à ces palmiers en tôle et à ces têtes d'éléphant monumentales en carton-pâte pour tenter de ressusciter un moment. Moi, il suffit que je pense à cette immense fête de 1931 pour avoir l'impression d'entendre le brouhaha de la foule. Ici, en plus, en direct aujourd'hui, à la Foire de Paris, c'est facile puisqu'on a ce brouhaha dans le lointain, le sifflement des micros de l'époque, ça, heureusement, ça s'est amélioré, le bruit de l'eau qui tombe partout, des cascades artificielles. Vous voulez que je vous dise, l'expo coloniale, c'est l'ancêtre donc de nos parcs d'attractions, mais en plus magique, en plus fort. En plus, Joséphine Baker sur Europe 1, J'ai 2 amours. Eh oui, Joséphine Baker, c'est 1930, Jeux 2 amours, on est vraiment exactement dans l'époque. Alors, quand même, en 1931, le projet n'est pas tout neuf, il faut le dire. Des expositions coloniales, ça fait quand même un demi-siècle qu'on en organise régulièrement, non seulement en France, mais un peu partout dans les pays coloniaux. Un comité national des expos coloniales a même été fondé en 1906, et 2 belles expositions ont eu lieu à Paris, en 1907, à Paris donc, et l'autre, c'était en 1908
1908 à Londres. Un grand projet avait vu le jour à la veille de la Première Guerre mondiale en 1913. C'est lui qui devait aboutir en 1922 à l'exposition coloniale nationale de Marseille. Mais déjà, il était prévu d'en organiser une à Paris. On pensait qu'on la ferait en 1925. Elle devait être internationale, cette exposition, où elle a eu bien des noms en fait. C'était une sorte d'exposition universelle, comme on en faisait depuis 1851, puisqu'on fête cette année le 160e anniversaire de la toute première expo coloniale universelle, mais une exposition universelle dédiée aux vastes horizons, aux colonies. Après tout, pour l'Europe de 1931, l'essor colonial, c'est la grande nouveauté du dernier demi-siècle. On a un peu du mal à réaliser ça aujourd'hui, mais c'est bien dans ce contexte-là qu'on se situe. L'idée de cette exposition, à l'époque, n'a strictement rien de ridicule, et ça aurait pu réussir sans la réticence à peine voilée des Britanniques qui, évidemment, ne voulaient pas se mêler à nous dans une exposition trop internationale. En effet, le premier empire colonial du monde, l'empire britannique, déteste théoriser sur ce phénomène, et surtout, il déteste que le grand concurrent français en profite pour lui faire de l'ombre. Vous savez, ça fait penser aux cartes d'école, aux cartes Vidal-Lablache, et toujours cette dispute entre les taches roses et les taches mauves, entre l'Empire britannique et l'Empire français. En 1924 a eu lieu à Wembley la British Empire Exhibition. Et évidemment, les Français ont vécu ça quasiment comme un défi lancé. Les organisateurs de 1931 vont être obligés non seulement de se recentrer sur la France, ce qui ne va pas les empêcher d'inviter un certain nombre d'autres pays, mais aussi de faire aussi bien, sinon mieux. Parmi les pays invités, il y avait les Pays-Bas. Il ne faut pas oublier que les Néerlandais possèdent à l'époque le 3e empire colonial du monde. Alors pour autant, les organisateurs décident de mettre l'accent évidemment sur l'Empire français qui, au moment de la Première Guerre mondiale, a en plus bien mérité de la patrie. Il ne faut pas oublier tous ces gens qui sont venus se battre de toutes les colonies. Quand je dis les organisateurs, j'ai l'air d'employer ce pluriel, ça a l'air d'être un pluriel un peu général. En fait, celui qui donne le là, celui dont les désirs sont des ordres, la figure dominante, pour ne pas dire un peu écrasante du projet, celui qui en a été nommé commissaire général par le président Poincaré, c'est le maréchal Lyautey. Le maréchal Lyautey, très grande figure nationale et coloniale. À l'époque, il a déjà 75 ans, il s'est retiré en Lorraine seulement. Dans sa retraite, il tourne un peu en rond. Or, voilà l'archétype du grand colonial, lui qui a fait la majeure partie de sa carrière outre-mer. Il est en quelque sorte l'homme de la situation. Seulement, l'arrivée du maréchal Lyautey à la tête des organisateurs n'est pas sans avoir un certain nombre de conséquences. Des conséquences pratiques, évidemment, mais aussi théoriques. Alors, sur un plan pratique, on décide de repousser l'échéance en 1900. Ça devait être au départ en 1927. On décide de la repousser de 3 ans, voire 4. Et c'est comme ça qu'on arrivera en 1931. Et puis, sur un plan théorique, l'exposition va être déportée vers un sens d'abord plus traditionnel. Le maréchal Lyautey tient à ce qu'on parle des missionnaires et des soldats, évidemment. Un sens quasi monarchique. Il veut en tout cas qu'on parle de l'ancienne France et que l'on fasse la rétrospective de tous les empires coloniaux français depuis très longtemps, depuis les croisades. Le maréchal Lyautey, par ailleurs, est un homme d'action. Il veut faire de cette exposition un instrument pratique efficace du développement colonial. Il s'agit, selon sa propre expression, de prendre le taureau par les cornes. Autant dire que l'ambition de Lyautey dans cette affaire est de créer un véritable électrochoc national, ce qui suppose la mise en œuvre de moyens sans précédent. On a choisi tout l'est de la capitale. Ça n'est pas un hasard en fait. Le but c'est de faire un coup double. Non seulement il s'agissait si vous voulez, de combattre les communistes sur leur propre terrain. On s'attaque là en quelque sorte au quartier ouvrier de l'est parisien. Mais il fallait, et c'était la volonté de Lyautey, ce pourquoi les responsables de l'exposition se sont dépassés pendant des mois, il fallait mettre sur pied un événement colossal, sidérant, un monument vivant, un très grand spectacle susceptible, comme tout grand spectacle, de créer la catharsis, c'est-à-dire de purifier mais aussi d'exalter, bref, de forger un grand rendez-vous national. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1.
au cœur de l'histoire. Nous mettons aujourd'hui sur Europe 1 un coup de projecteur sur l'exposition coloniale de 1931. On vous retrouve Franck toujours en direct de la Foire de Paris. Et oui, en direct de la Foire de Paris. Et en public. On est à la porte de Versailles aujourd'hui, mais nous allons nous déporter un peu vers l'Est, vers la porte dorée, vers ce Vincennes de 1931 pour y découvrir la plus gigantesque manifestation jamais organisée à la gloire des colonies françaises. Il fait un temps mitigé ce 6 mai 1931 quand la voiture décapotable du président, décapitable aussi peut-être, du président de la République dépose devant l'entrée monumentale. Quand je dis l'entrée monumentale, c'est digne d'un décor d'Hollywood. Elle dépose Monsieur Gaston Doumergue, président de la République, et le maréchal Lyautey. C'est l'inauguration et la foule, c'est la foule de ces années folles. Il faut imaginer qu'on porte encore le frac et les hautes formes. À l'époque, la foule se presse autour des officiels. On a pas mal de photos de tout ça, bien sûr, et même quelques films. Le président de la République passe en revue un détachement de troupes coloniales, évidemment, rehaussé de cuivre sonnant, c'est la musique militaire qui retentit, et puis il remonte en voiture et entouré de spahis magnifiques, conduit le cortège inaugural dans l'avenue des colonies françaises et l'avenue de l'Afrique du Nord, des noms qui nous sonnent étrangement, évidemment, aux oreilles aujourd'hui. On contourne le lac Daumesnil, on ne sait pas où donner du regard, on salue les indigènes en uniforme qui, devant chaque pavillon, présentent les armes. Le cortège s'arrête devant l'incroyable reconstitution du fameux temple d'Angkor. Quand je dis le temple, c'est un ensemble, vous savez, de temples. Tout ça est plus vrai que nature, c'est à l'échelle. Et pour tous les membres de la délégation, il n'y a aucun doute possible. Cette exposition est plus qu'une réussite, c'est un tour de force qui arrache des sourires et des ébahissements aux plus renfrognés. Maintenant, le cortège présidentiel se rend à pied vers la splendide salle des fêtes du musée permanent, ce véritable manifeste du goût 1930 et dont les balcons ont été envahis par des élégantes plaines de chapeaux et d'aigrettes. Le président salue les personnalités en habit qui arborent en sautoir ou en grand cordon les décorations souvent très exotiques de tous les coins de la planète. Et déjà, le maréchal Lyautey prend la parole pour souhaiter la bienvenue au chef d'État et de l'Empire, de l'État et de l'Empire, et prononcer les mots de circonstance. Alors, avant que le président Doumergue ne déclare officiellement ouverte l'exposition coloniale internationale de Vincennes, c'est au ministre des colonies de dire quelques mots. Le ministre des colonies de l'époque, c'est Paul Reynaud, et il lance dans un micro qui crachote un peu les phrases suivantes. À cette minute, grâce au poste de Pontoise inauguré hier, la voix que vous entendez est écoutée à Nouméa, à Hanoï, à Dakar, à Fort-de-France. Notre emprise sur le monde, vous voyez quand même l'expression, se resserre chaque jour. Notre idéal est tellement vivant que ce sont les idées de l'Europe qui donnent aujourd'hui la fièvre à l'Asie. Alors vous venez d'écouter un extrait du générique du film Tarzan à New York, Franck. Oui, quasiment contemporain lui aussi. On est bien dans l'exotisme de l'époque, un peu facile, il faut bien le dire. La grande idée des organisateurs, c'est de frapper un grand coup pour modifier l'image que le français moyen à l'époque peut avoir de ses colonies. Il s'agit d'amener la population à considérer, selon l'expression que l'on retrouve sur les affiches, sur les programmes, une plus grande France de 100 millions d'habitants. L'accent est donc mis sur deux aspects. D'un côté, les bienfaits matériels
matériel de la colonisation pour la métropole. On veut convaincre les Français que tout ça n'est pas mauvais pour leur situation. Et puis d'autre part, la mission civilisatrice de la métropole dans les colonies. Ça, c'est l'ancienne école de Jules Ferry. On va revenir sur tout ça tout à l'heure, évidemment. On a multiplié partout, dans les allées, sur les différents pavillons, les cartes, les schémas, les modèles, les statistiques. On fait des bilans coûts-avantages sur tous les sujets. Un bilan surtout des bienfaits de la politique indigène. Et pour autant, soyons honnêtes, ce n'est pas ça qui intéresse essentiellement les visiteurs de l'Expo de 1931. Ce que viennent chercher les gens, c'est du dépaysement, de l'amusement. Ils viennent là d'abord et avant tout pour se changer les idées. Ils courent d'un pavillon à l'autre, comparer des styles, comparer des ambiances. Et de ce point de vue, l'ordonnancement de l'Expo fait la part belle à la section d'Asie. Les récents soulèvements en Annam notamment ont amené certains hommes politiques à poser des questions sur l'avenir de l'Indochine, et l'on essaie en quelque sorte de faire de la propagande. Le Tonkin, l'Annam, la Cochinchine représentent plus d'un 10e de la superficie totale de cette exposition. Enfin, la dimension artistique n'est pas oubliée. C'est peut-être celle qui aujourd'hui nous reste le plus sensible. L'art musulman, l'art nègre sont abondamment représentés. Ça va avoir une influence considérable sur les contemporains. Pensez à l'art des années 30 qui va s'inspirer tellement, notamment des masques, etc., de tous les arts premiers. Les créateurs, les stylistes également. La mode va s'imprégner de toute cette influence coloniale. La fantaisie n'est d'ailleurs pas absente, parce que si d'un côté on fait une reconstitution très fidèle d'une pagode laotienne par exemple, juste à côté vous avez un village malgache totalement imaginaire qu'on est allé quasiment inventer de toutes pièces. Vous avez des spectacles authentiques qui viennent animer les différents pavillons. Alors procession rituelle des génies villageois de l'Annam, cortège du roi du Moronaba, etc. En fait, les organisateurs sont allés assez loin dans le pittoresque, et c'est Alain Lobreau qui, dans le journal Candide, raconte la célèbre anecdote des cannibales de Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'il dit qu'il se promène avec une amie, il est devant une de ces cases en bois d'un village kanak, donc de Nouvelle-Calédonie, c'est la maison du chef, et puis il y a une douzaine d'hommes assis là en cercle, nous dit-il, qui ont des mines patibulaires qui sont extrêmement inquiétants, et ils sont autour d'une sorte de feu qui est en fait un feu factice. Mais on a disposé de larges feuilles de bananier, et sur le programme de l'exposition, on nous dit que de ces feuilles de bananier s'élèvent des fumées sur un monceau de chair humaine. Alors évidemment, on est en train de présenter aux gens des cannibales. Ça paraît très spectaculaire. Est-ce qu'on peut s'en approcher? Est-ce qu'il ne serait pas dangereux, ces cannibales, etc. Le journaliste de Candide en fait d'ailleurs, je relisais le texte hier, c'est assez drôle d'ailleurs ce qu'il a écrit. Il en fait 3 pages sur toute cette histoire. Et puis soudain, il se rend compte que mais c'est Prosper, dit-il. Et il reconnaît un employé typographe qu'il a très bien connu jadis. Et finalement, Prosper lui dit, bah oui, pour gagner un peu d'argent, nous jouons là les cannibales. Et d'ailleurs, je vais te présenter mes amis. Il y a là, alors Jean, Germain, Morin, etc. Bref, voyez ce qu'étaient en fait ces pseudo-cannibales qui, par ailleurs, avaient tous des emplois de chauffeurs de taxi et de postiers. Si vous ajoutez à tout ça des animations populaires, on reviendra tout à l'heure sur toute cette question-là et sur l'exploitation éventuelle de l'être humain dans cette histoire. Si vous ajoutez des animations populaires, des promenades à dos de chameau, des pirogues malgaches sur le lac Daumesnil, des spectacles exotiques organisés par des cabarets parisiens, vous obtenez une sorte de feria colossale, un gigantesque parc où l'on vient s'amuser, où l'on propose à chacun pour une somme raisonnable de faire, comme on dit, c'est en tout cas le slogan de l'expo, le tour du monde en 4 jours. On a beaucoup critiqué cet aspect Luna Park. Moi, je voudrais le défendre un peu. L'expo de 1931 me semble être en effet un cas passionnant d'enchantement du monde. Pour une fois, les diversités de la planète ont été présentées. Elles ont été présentées aux Français sous leur meilleur jour. On a fait exprès d'aller un peu contre la frilosité et le penchant casanier de la population française. Je dirais que l'exposition coloniale, en montrant d'autres couleurs, en faisant entendre d'autres harmonies, en faisant goûter d'autres plats et respirer d'autres parfums, cette expo aura contribué à ouvrir l'esprit des gens, et au risque de choquer certains, je dirais qu'on avait finalement l'esprit plus curieux au milieu des années 30 qu'au milieu des années 50. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
On continue notre visite de l'exposition coloniale qui se tenait il y a 80 ans à Paris. Notre guide aujourd'hui, c'est Franck Ferrand et vous êtes toujours à la Foire de Paris. L'inauguration de cette expo coloniale a eu lieu le 6 mai 1931. Ça, c'est pour le site officiel, mais vous avez bien compris que c'est l'occasion d'une multiplication d'événements coloniaux ou qui se veulent tels, en tout cas, dans les théâtres, dans les cabarets. C'est le cas également au jardin d'acclimatation et Catherine Auder, qui est une de mes invitées, avec laquelle nous allons parler dans cette deuxième partie, me fait observer très justement que les Kanaks dont je vous parle se trouvent justement sur ce site du jardin d'acclimatation et qu'il ne faudrait peut-être pas les confondre avec les animations organisées sur le site officiel de Vincennes. Lorsque l'expo ferme ses portes, non sans regret, le 15 novembre 1931, on peut dire qu'elle aura été un succès sans précédent et même un véritable triomphe. Pendant 193 jours d'ouverture continue, ce sont quelques 33 millions et demi d'entrées qui ont été vendues. Alors en fait, il faut savoir qu'un même visiteur est amené à utiliser plusieurs tickets. C'est un peu compliqué comme système, 4 ou 5 en moyenne, mais ça représente entre 7 et 8 millions de visiteurs différents que l'on estime grosso modo, qu'on l'on répartit entre environ 3 millions de Parisiens et d'habitants de la région parisienne, 2 millions de provinciaux et 1 million d'étrangers. C'est énorme, ça donne la mesure de l'engouement pour un événement qui paraît sur le coup absolument inoubliable. Et pour les Français de l'époque, on peut dire qu'il y a eu un avant l'expo coloniale et qu'il y aura un après l'expo coloniale qui sera forcément différent. Les organisateurs voulaient faire œuvre pédagogique, faire entrer l'idée de colonie et d'empire dans l'inconscient collectif des Français. Sur le coup, ils ont pensé y être parvenus. On n'avait jamais vu ça. On n'oublierait jamais ça, pensait-on. L'effet grossissant de l'actualité aidant, certains ont pu penser que c'était gagné, que les Français, un peu à l'instar des Anglais, bien sûr, allaient devenir à leur tour un peuple colonial, ce qui n'avait jamais vraiment été le cas. L'exposition coloniale a été un triomphe et une espérance, écrit ainsi l'ancien président du Conseil André Tardieu. Quant à Paul Valéry, grand Paul Valéry, voilà ce qu'il écrit. L'exposition magnifiquement organisée avait produit une impression considérable dans le pays. Le plus grand nombre des Français n'avaient de leur colonie qu'une idée vague, sinon toute fausse, où il entrait de l'indifférence, sinon quelques sentiments assez peu favorables. Eh bien, l'exposition a mis la nation en présence de son œuvre. Elle lui a fait concevoir sa puissance et ses responsabilités. Je dis bien qu'on est là sous la plume de Paul Valéry. Mais au-delà de ces belles paroles, les analystes se sont montrés évidemment plus circonspects. Le maréchal Lyautey lui-même estimera un an plus tard que l'exposition est un triomphe sur un plan matériel, mais laisse des regrets sur un plan plus spirituel, évidemment, surtout quand on sait ce qu'il voulait faire, lui, de l'expo de 1931. Les Français se sont beaucoup divertis, c'est certain. Est-ce que leur regard a changé sur les colonies et d'une façon plus générale sur le monde? Ça, c'est beaucoup moins certain. Vous avez reconnu le boléro de Ravel dans une version foxtrot des années 30. Quelques toutes petites mesures du boléro, parce qu'on n'est plus très loin du carillon et qu'il faut que je finisse cette histoire. Donc, en fait, il faut dire qu'il y a eu quelques divergences, même si l'immense majorité de la classe politique a applaudi des deux mains. Les communistes, certains gauchistes, les surréalistes, il faut le noter, se sont dressés, élevés contre l'exposition coloniale. Des voix également comme celle de Léon Blum, par exemple, dans le Populaire, qui dit « Dans l'univers entier, les peuples conquis ou soumis commencent à réclamer leur liberté, ne l'oublions pas. » Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'est quand même une voix très minoritaire qui s'élève là, en 1931. Évidemment, par la suite, la Deuxième Guerre mondiale, les bouleversements profonds qu'elle engendre vont remettre tout ça en question sur un plan politique, évidemment. Je ne vous rappelle pas le discours de Brazzaville du général de Gaulle, mais aussi sur un plan plus philosophique. L'heure est venue des doutes, des gênes, de la mauvaise conscience, du remords. L'histoire a tourné la page. L'Europe contemple, après la guerre, un peu éberluée, ce qu'elle considère comme son propre aveuglement. Vous savez, vous vous rappelez l'expression de Pascal Bruckner sur le sanglot de l'homme blanc. Ce qui me fascine en ce qui me concerne, et ce qu'il faut peut-être retenir de cette exposition coloniale, c'est qu'à une époque où les deux grands modèles proposés en Europe sont d'un côté un modèle communiste soviétique et de l'autre un modèle fasciste italien, bref des régimes extrêmement durs, ce que proposent les grandes démocraties, Angleterre d'un côté, France de l'autre, c'est avant tout ce qu'on a oublié aujourd'hui, un modèle
coloniale. Nous allons revenir sur ce fait, sur cette philosophie, sur tout cet ensemble et puis sur l'expo elle-même, bien entendu, aussitôt après le flash de 14h. 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On s'intéresse aujourd'hui aux 80 ans de l'exposition coloniale. On vous retrouve, Franck, avec vos deux invités, les historiennes Maureen Murphy et Catherine Auder. Et je rappelle que vous êtes toujours en direct et en public de la Foire de Paris. Vous voulez une preuve, Julia? C'est voilà. ce que j'attendais. Parfait. Merci beaucoup à Maureen Murphy et à Catherine Auder d'être des nôtres. Maureen Murphy, vous avez la chance, vous, de travailler tous les jours dans ce décor incroyable du palais de la Porte Dorée, bâti pour la circonstance, en fait. Oui, tout à fait. Je suis chargée de mission à la Cité nationale de l'histoire d'immigration qui s'est installée là depuis 2007. Et c'est vrai que c'est un bâtiment qui fascine toujours encore aujourd'hui. Alors on va y revenir parce que il faut le décrire. J'ai là sous les yeux évidemment deux très beaux albums qui montrent les décors notamment incroyables et l'architecture de ce palais. On va y revenir dans un instant avec Catherine Auder. J'aimerais qu'on règle la question de ces canaques dont vous me parliez tout à l'heure pendant la petite interruption. J'ai sous les yeux là cet article donc du magazine Candide, du journal Candide. C'était le 14 mai 1931, un article très célèbre d'Alain Lobreau qui s'appelle « Les cannibales à Paris, 1 heure chez les mangeurs d'hommes ». C'est tout à fait dans un style voltairien, quasiment de conte philosophique. C'est assez acide comme approche. Et ça a eu énormément de postérité, cet article, puisque toute une littérature s'est créée littéralement sur cet exemple et sur quelques autres. C'est surtout le roman Didier Deninx qui a réactualisé la chose. Et puis il y avait celui déjà de Éric Orsena, l'exposition coloniale, qui évoquait un peu la chose de moins directement. Moins directement quand même. Moins directement. Non, là c'était vraiment centré, ça s'appelait Cannibale. Et là, si on revient à ce qui s'est passé véritablement, il faut d'abord dire que cette exhibition est dénoncée uniquement par Alain Lobreau, que Alain Lobreau est un néo-calédonien, on peut dire, et qu'il s'illustrera malheureusement par des articles antisémites très violents. Oui, d'ailleurs ici, dans déjà dans Candide, oui. Je suis partout. Oui. Alors là, il s'agissait d'une manifestation parfaitement privée, organisée par une association d'anciens coloniaux qui avait besoin de remplir ses caisses, en fait, on peut dire ça comme ça, et qui s'associe avec Hagenbeck. Hagenbeck étant un entrepreneur à la fois fournissant le zoo, le fameux zoo de Vincennes, et en animaux, mais aussi donc en exhibition dite indigène. Et tout ceci se passe donc au jardin d'acclimatation. Donc tout à fait en marge et même on peut dire à l'opposé géographiquement de l'expo elle-même. Oui. Et en même temps, toute cette affaire qui finalement il n'est pas le lieu ici de la raconter entièrement, mais on peut dire en 2 mots que à la fin de cette triste affaire, le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie a été mis à la retraite d'office. C'est-à-dire que le ministère est intervenu extrêmement fermement pour mettre fin à une sorte de mascarade, de pantalonnade, voilà, tout à fait injustifiée. Voilà. Alors on est très loin de la mascarade, de l'autre côté de Paris, dans l'Est parisien, à Vincennes. Vous êtes l'auteur vous-même avec Michel Pierre d'un ouvrage qui s'appelait L'exposition coloniale, qu'on ne trouve plus en ce moment. Il va être réédité probablement en octobre. Alors cette exposition coloniale, elle a marqué, moi je me souviens, j'ai beaucoup d'exemples d'ailleurs, elle a marqué les gens qui l'ont visitée, y compris les gens qui étaient tout jeunes. Je ne sais pas s'il y en a parmi nos auditeurs, c'est certain qu'il y en a. N'hésitez pas à nous le faire savoir par Internet ou par Facebook. Les gens ont été définitivement, on peut dire, marqués à vie par cet événement. Ils ont été fascinés. Alors il y a eu les témoignages qu'on a aujourd'hui, c'est quand même des personnes qui étaient enfants. Par définition, oui, maintenant. Et qui allaient à l'exposition coloniale. Si c'était des Parisiens, ils y allaient tous les jeudis. C'était la sortie hebdomadaire. On a le très beau témoignage de Claude Mauriac qui raconte alors une soirée à l'exposition coloniale, puisque ça le fermait à minuit, et où on avait le premier spectacle eau et lumière, on pourrait dire, qui ait existé en France. Et il est émerveillé.
Oui, on peut dire que les créateurs et les scénographes, pour employer un anachronisme, s'étaient surpassés et avaient voulu, faut jamais oublier cette concurrence avec la Grande-Bretagne en même temps d'ailleurs, mais avaient voulu donner, frapper les esprits, c'est bien ça. Il y a quand même une dimension, il y a bien une dimension, il y a bien un message, il y a bien une dimension, j'allais dire propagandiste, le mot n'est peut-être pas choisi, mais en tout cas, on veut bien délivrer un message dans cette exposition coloniale. Oui, il s'agit de montrer l'excellence de la méthode coloniale française. On pourrait le poser comme ça. Donc, en mettant en avant à la fois l'histoire, l'ancrage dans l'histoire, et bien sûr toujours du point de vue du colonisateur, et d'autre part en insistant sur les perspectives de développement et de sphère économique qu'il s'agirait de construire, oui, bien sûr, oui. Surtout dans ces temps où la crise de 1929 n'a pas encore touché la France, ni même l'Europe, mais ça va se produire en juillet 1931 par les faillites des très grandes banques allemandes. Alors oui, il ne faut pas oublier, c'est vrai, ce contexte de crise tout à fait fondamental. Le but est aussi de montrer qu'il y a d'autres horizons, évidemment. Maureen Murphy, on avait fait appel également à toutes sortes d'invités. C'était une exposition internationale. Elle est d'ailleurs passée dans sa préparation par toutes sortes de phases. Mais il y avait bien des pavillons étrangers. Tout n'était pas consacré aux colonies françaises. Tout à fait. Certaines nations européennes étaient invitées, comme les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique, avec son empire quand même colossal. Une des nations qui est invitée... Oui, la Belgique, c'est le cas le plus spectaculaire d'un assez petit pays qui avait un grand empire. Un très grand empire, oui. Et l'une des nations qui est invitée de façon quelque peu paradoxale, c'est les États-Unis. Oui. Qui se sont quand même construits sur l'idée d'indépendance et qui participent à cet événement en tant qu'invités dans une exposition à portée internationale. Et là, le pavillon qui est reconstitué, c'est le pavillon de Mount Vernon, le domicile de Washington, dans lequel il aurait reçu Lafayette. Donc c'est sous cet angle-là que les États-Unis on n'était pas très loin du hors-sujet, en quelque sorte, voilà. avec les États-Unis. Alors, on revient dans un instant sur les pavillons, sur ce qu'il est resté de cette expo, et puis bien entendu sur le palais de la Porte Dorée. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Son de 1935, Sahara, signé Nita Joe. On vous retrouve, Franck, toujours à la Foire de Paris. Et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent suivre l'émission sur europe1.fr. C'est presque de la télévision alors aujourd'hui. Alors nous sommes toujours en compagnie de Catherine Oder, chercheure, historienne, spécialiste de l'expo coloniale, et de Maureen Murphy, qui est historien de l'art et chargée de mission pour les collections 19 et 20e dans la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Cette cité nationale qui siège donc dans le palais de la Porte Dorée, construit à l'occasion de l'exposition coloniale. Le palais, en fait, a été le seul bâtiment voué à survivre à l'exposition coloniale. Il y a eu d'autres bâtiments qui ont été construits, détruits, reconstruits, comme la chapelle des missions catholiques, qui aujourd'hui est à Épinay-sur-Seine, ou le pavillon Togo-Cameroun, qui est sur les bords du lac du Bois de Vincennes et qui accueille aujourd'hui un temple bouddhiste. C'est un petit peu dans une architecture... Ah oui, donc ce pavillon existe toujours, mais alors totalement remanié, évidemment. Voilà, mais on a toujours cette architecture Bamileke du Cameroun, mais qui accueille un temple bouddhiste. Donc on a des reconversions... Qu'est-ce qu'il reste d'autre de l'exposition? Pas grand-chose. Alors, le parc zoologique de Vincennes a été fermé, finalement? Il va rouvrir en 2012 et c'est aussi un vestige. Enfin, il n'était pas censé survivre à l'exposition, mais il a été reconstruit un peu plus au nord de l'exposition et aujourd'hui, il existe toujours. Et il va être rouvert, vous me dites? Rouvert en 2012. Oui. D'accord. On me dit, c'est Julien qui nous annonce ça, que l'expo coloniale est inscrite dans les nouveaux programmes de première qui seront enseignés l'année prochaine. Eh bien, absolument, oui. Cela dit, c'est une nouveauté, ça? Parce que moi, je crois me rappeler qu'on l'avait... C'est une nouveauté. Ça vient, les sujets dans les programmes d'histoire. Ce palais de la Porte Dorée, il faut que vous nous le décriviez un peu, cet extraordinaire péristyle, ces volumes qui sont les volumes de l'époque Art déco des années 30, à la fois somptueux, un peu écrasant, il faut bien dire, et puis un décor exotique stylisé particulièrement inspiré.
C'est vrai que c'est un des rares vestiges aussi imposants de l'Art déco à Paris, en tout cas, qui a été conçu par l'architecte Albert Laprade, qui travaillait avec le maréchal Lyotet au Maroc pendant la guerre. Albert Laprade, auquel on doit tous les croquis des vieux hôtels de Paris, d'ailleurs, je ferme la parenthèse, mais les amoureux du vieux Paris comprendront pourquoi je l'ai ouverte. Et toute l'ambiguïté avec ce palais, c'était de ne pas verser dans l'exotisme ou le pittoresque. Laprade a choisi un style assez sobre, jouant de la rigueur des formes, la géométrie, l'art déco, avec ce pavillon, enfin ce palais monumental, entouré d'un péristyle stylisé qui fait penser au temple antique, derrière lesquels on découvre un bas-relief d'Alfred Janniot qui est assez fabuleux, qui reconstitue l'Empire français en respectant une composition géométrique partant de l'Afrique du Nord, en haut à gauche, l'Afrique subsaharienne en bas à gauche, l'Asie, etc., jouant de l'exotisme, de l'exubérance, de la luxuriance de la végétation. L'idée étant d'inciter les Français à pénétrer dans ce palais pour découvrir en gros l'Empire français. L'idée, c'était d'accueillir un bâtiment qui constituerait le condensé en quelque sorte de l'exposition coloniale et rendrait pérenne le discours de l'expo coloniale. Tout le superbe mobilier qui s'y trouve aujourd'hui était déjà là à l'époque. Ça fait partie du décor en quelque sorte. Les 2 salons d'apparat de réception qui sont situés dans le hall d'honneur du palais ont été conçus par Ruhlmann pour le salon Afrique et par Prince pour le salon Asie, et donc sont toujours visibles et témoignent. Alors, ce qu'on a un peu oublié aussi, parce que de même que la mémoire coloniale s'est un peu dissoute dans les guerres coloniales, évidemment, des guerres de décolonisation, de même, on a oublié les grands noms de l'Empire. Et je pense notamment à Paul Doumer, puisqu'on va consacrer dans les jours qui viennent une émission à Paul Doumer. Là. Donc, ça fait partie en quelque sorte, de ces légendes de l'Empire colonial français. Alors, ces légendes étaient évoquées dans l'une des premières salles visitables par les visiteurs des années 30, qui était dédiée à la section rétrospective de l'Empire, et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, retraçait l'histoire de l'Empire des croisades à nos jours. Enfin, des croisades à la Troisième République, pardon. Et moi, ce qui m'intéressait avec ce palais, c'est qu'on a souvent une image assez figée, ou en tout cas manichéenne, de l'histoire coloniale, au sens où, à partir du moment où il s'agit d'un bâtiment colonial, on le place du côté du mal et on l'oublie. Enfin, en tout cas... mais là... Quand on replonge dans l'histoire de ces années-là, on voit qu'il y avait des débats autour de la construction du palais. Cette section rétrospective a été très critiquée par le premier chargé de mission, Gaston Palevski, qui disait qu'on parlait là d'anachronisme total. On ne peut pas parler des croisades quand on parle sur le même plan. Et puis ça n'a rien à voir avec l'histoire coloniale. Enfin, il y a plein de débats comme ça qui émergent autour de la réalisation des fresques ou du palais qui sont vraiment Alors, on va intéressants. venir justement, à la fin de cette émission, on va venir sur la contre-exposition, sur les critiques assez minoritaires mais très fermes qui ont été émises à cette époque. J'aimerais juste que vous nous disiez ce qu'est devenu aujourd'hui ce palais de la Porte Dorée. C'est donc un musée dédié à l'histoire une cité nationale, dit-on, dédiée à l'histoire de l'immigration. Alors le musée on n'en parle pas tellement, donc c'est le moment ou jamais, je pense. Oui, tout à fait. C'est une cité. Le musée est un des départements de la cité, voué à retracer l'histoire de l'immigration en France du 19e siècle à nos jours. Et donc qui a été inauguré en 2007. L'idée étant à la fois de changer les regards sur l'immigration et de faire découvrir cette histoire qui n'est pas une histoire seulement récente, mais qui commence en tout cas à la cité, on l'a fait commencer au début du 19e siècle. Donc nous allons revenir sur tout ça et donc sur la contestation de l'exposition elle aussi, juste après une petite page de publicité. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. On s'intéresse aujourd'hui à l'exposition coloniale. On vous retrouve, Franck, depuis la Foire de Paris avec vos 2 invités. Avec mes 2 invités, Maureen Murphy et Catherine Auder. Nous étions en train de dire, Catherine Auder, qu'évidemment, il y a des contestations. Cette exposition coloniale présente un fait majoritaire. Elle a comme ambition de présenter un véritable modèle colonial français, de le faire admettre et de le développer dans l'inconscient collectif et dans la conscience nationale aussi du reste. Mais
s'y opposent un certain nombre de personnes. J'ai cité les communistes, 2 ou 3 mouvements gauchistes, également les surréalistes qui s'y opposent. On va même aller jusqu'à créer une contre-exposition qui ne fera que 5500 entrées en tout. C'est à comparer aux 7,5 millions d'entrées de la vraie expo, c'est très différent. Mais enfin, tout de même, il y a des gens qui, dès cette époque, sont tout à fait contre non seulement le fait colonial, mais l'idée d'une exposition coloniale. Oui, mais là, ils sont extrêmement minoritaires. C'est seulement les communistes, les surréalistes, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres... les socialistes approuvent l'exposition coloniale. Simplement, ils rappellent que il y a des mouvements, des révoltes, etc., et que la politique coloniale devrait certainement changer. Alors, cette expo a évidemment été l'occasion de mettre en cause cette politique coloniale, de la discuter. Elle est devenue un véritable enjeu de débat national. La terminologie aussi a fait oui, il y a l'objet terme important, c'est le terme indigène parce que c'est celui que l'on retrouve à la fois dans le discours officiel, on le retrouve par rapport à l'exposition, on le retrouve surtout dans la presse, puisque tous les journaux, toute la grande presse, tous les médias de l'époque ne parlaient que de ça et quotidiennement. Mais au sein même des administrateurs coloniaux, dans les congrès qui ont lieu, parce qu'il y a énormément de congrès aussi qui se tiennent à la Cité des Informations, eh bien, on commence à critiquer ce terme et à dire que ce terme doit être rediscuté, remis en question et qu'il est finalement très péjoratif. Donc c'est vraiment, et ça s'associe au départ, il faut quand même remettre aussi cela dans un autre contexte, c'est que ça s'associe au départ de la croisière de Dakar-Djibouti qui va en fait emmener ces grandes expéditions qui emmènent des ethnologues qui, eux, ont une nouvelle vision comme Griaule ou Léris. Donc on va avoir tout à fait un discours qui va complètement changer et qui sera concrétisé en 1937 avec le Musée de l'Homme et Paul Rivet. Donc ça, c'est l'entrée en force de l'anthropologie, de l'ethnographie, voilà, etc., qui vont en quelque sorte relativiser les choses et ouvrir de tout autres horizons. Ça veut dire qu'éventuellement, si la Seconde Guerre mondiale n'était pas intervenue, on ne peut pas faire d'histoire-fiction, mais s'il n'y avait pas eu ce choc majeur et cette nécessité pour la France libre de s'allier en quelque sorte à un certain nombre de colonies et de faire des promesses en retour, si je puis dire, il y aurait eu néanmoins un mouvement d'émancipation, vous pensez, dès la fin des années 30 ? Certainement, même le maréchal Lyautey disait, évidemment en privé, que si la France continuait à pratiquer une politique que lui-même trouvait dangereuse, c'est-à-dire la grande politique assimilationniste, et si l'on ne mettait pas en pratique ce que lui préconisait, c'est-à-dire plutôt une politique d'association avec les élites locales, de façon à leur accorder des parcelles de pouvoir, et un pouvoir local en particulier, une certaine autonomie, eh bien, l'exposition de 31 serait certainement la dernière. Donc il ne se faisait aucune illusion. Donc il y avait peut-être aussi un côté chant du cygne dans cette exposition coloniale de 1931. On peut dire que quelque part, on était conscient d'être plutôt sur la fin. Je pense que c'était à la fois l'acmé et le début de la fin, en effet. Et il faut aussi citer les mouvements de revendication nationaliste qui ont lieu dans les colonies, mais aussi à la métropole, et tous ces mouvements minoritaires, certes, mais très présents, d'étudiants indochinois, malgaches. Aimé Césaire est à Paris à ce moment-là, Léopold Sédar Senghor aussi, le futur Mao est à Paris, et sont très présents aux marges de l'exposition coloniale, et ont également un discours anticolonial fort. Certains étudiants indochinois vont jeter des tracts communistes incitant les danseurs coloniaux à sortir et à boycotter en fait l'exposition coloniale. Donc il y a aussi ces groupes d'indigènes, enfin c'est le statut juridique en tout cas de ces étudiants qui sont actifs et qui
amorce Je le disais l'autre jour à faveur de l'actualité que les Britanniques avaient constamment à l'esprit une notion d'empire, au sens empire colonial. Aujourd'hui encore, tellement longtemps après le célèbre repli de 1947-48. On a envie de dire qu'en France, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que non seulement nous n'avons plus du tout, évidemment, cette notion, cette perception impériale des choses, mais du temps même de l'empire colonial français, les Français avaient du mal avec cet empire, en fait. Ils ne l'ont jamais véritablement adopté. Est-ce qu'on peut dire ça? D'abord, ce ne sont pas des colons. Alors voilà, c'est ça. Sauf en Algérie. Et l'Algérie est c'est un cas particulier. C'est un cas très particulier puisque c'est un département français, donc une prolongation de la métropole. Mais autrement, il est vrai que les colonies, l'empire en général, ça ne fait pas partie de l'univers des métropolitains. On pourrait dire ça comme ça. C'est ça, en fait, oui. Et on en a peut-être encore des traces d'ailleurs aujourd'hui encore. Oui, et c'est peut-être lié ça à un état d'esprit très gaulois, très continental, qui est plutôt un état d'esprit de relatif repli sur soi, peut-être plus qu'une prise de conscience démocratique d'enjeux d'émancipation. Les enjeux d'émancipation, majoritairement, ne sont pas à l'œuvre dans les années 30. C'est plutôt une forme presque d'indifférence. Non, c'est pas une forme d'indifférence, mais c'est, par rapport à ce problème de l'émancipation, c'est un horizon qui est sans cesse repoussé. C'est-à-dire qu'on ne considère jamais que le moment est venu d'accorder de l'autonomie et ensuite de l'indépendance, bien sûr, des indépendances aux possessions françaises. Alors, nous avons parlé aujourd'hui de l'exposition coloniale. Il ne s'agissait pas de faire une histoire de l'empire colonial, ce serait une toute autre affaire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le phénomène colonial en France n'aura duré finalement que 2 générations, 50 ans à peu près, des années 1880 à la Seconde Guerre mondiale, en gros. Oui, on peut dire ça, mais il y a quand même, quand on voit toute l'histoire de la décolonisation, là, il y a toute une perspective à. Et après, il y a presque une nostalgie, c'est pas vraiment une nostalgie, c'est une évolution extrêmement complexe, conflictuelle par moment. Bien sûr, oui. Et là, il faudrait une émission entière pour ça. Olivier nous demande par Internet une question assez à double tranchant. Existe-t-il un musée de l'histoire coloniale ? Justement, le fameux palais l'ancien palais des colonies, qui est devenu la Cité nationale pour l'histoire de l'immigration. Et il y a eu un débat très fortement marqué dans les années 2000 pour non pas lui assigner cette mission de présentation de musée de l'Empire colonial français, de l'immigration, mais au contraire d'en faire un musée de l'histoire coloniale sans évidemment masquer quoi que ce soit de cette histoire qui a été par moments. Ce qui veut dire, pour parler clairement, que de nos jours, ça n'existe toujours pas pour l'instant. Non, ça n'existe pas parce que il semble que en France, on n'arrive pas encore à faire en sorte que mémoire et histoire puissent véritablement se rencontrer dans un lieu comme un musée. Vaste débat. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été des nôtres. Nous serons encore demain ici en direct à la Foire de Paris pour évoquer un sujet, mais alors véritablement tout autre.